Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce 100e numéro des informations dont on parle peu. Alors aujourd'hui, pas de champagne, pas de feu d'artifice pour ce numéro 100 qui tombe malheureusement en plein mois d'août, David étant en congé bien mérité. C'est moi-même, Hugo, de Paris, qui vais vous présenter ce numéro estival. 15 jours d'informations à rattraper, autant vous dire qu'il y a de quoi faire. Je me suis restreint à vous sélectionner les informations les plus importantes et je peux vous garantir qu'il y a du lourd là. Alors ne perdons pas plus de temps, installez-vous bien dans votre siège, ajustez vos enceintes, c'est parti. Au sommaire cette semaine, nous allons parler en information internationale de la Turquie en guerre donc contre l'État islamique à sa frontière syrienne, d'une alliance militaire entre Israël et la Grèce, d'espionnage de la NSA et de la campagne de financement participatif de Wikileaks pour obtenir des informations sur le marché transatlantique. Dans la rubrique française, nous allons aborder le dossier du Mistral. Nous allons également parler de notre croissance nulle au second trimestre, des impayés étrangers aux hôpitaux français, de TF1 et de l'impôt sur la fortune. Petite rubrique société aujourd'hui, où nous parlerons de Facebook, d'une affaire de secret d'État en Allemagne, d'un robot constructeur australien et de la mise sur le marché du premier médicament américain fait par une imprimante 3D. En économie, on va parler de l'Ukraine, des relations économiques américaines avec la Russie, de la situation de la balance commerciale du Portugal, du Porto Rico déclaré défaut de paiement. Et nous terminerons avec la rubrique environnement, avec les ressources de la planète sur un an déjà épuisé, d'une bizarrerie à Los Angeles qui recouvre un lac de boules noires en plastique, vous verrez, de l'Écosse qui refuse les OGM et du gaspillage alimentaire de l'Union européenne. Sans plus attendre, la rubrique internationale, c'est parti! Alors on commence les informations internationales avec des révélations de Wikileaks, révélant que la France n'a pas été le seul pays espionné par la NSA. Il se trouve que le Japon en a également fait les frais. Des membres du gouvernement ainsi que des entreprises japonaises ont donc été mis sur écoute. Le lanceur d'alerte n'a pas manqué de citer le gouverneur à la Banque centrale nippone en proie aux investigations donc de la NSA. 35 cibles dites secrètes au Japon, au nombre desquelles Mitsubishi et d'autres sociétés nippones. Plusieurs autres personnes responsables à la Banque centrale, y compris Auriko Kuroda, gouverneur de l'Institut, ont été mis sur écoute. Une surveillance qui témoigne de l'intention de la NSA pour recueillir un nombre important de données. S'il était vrai que ces individus japonais ont été ciblés, cela pourrait ébranler la relation de confiance qui préside à notre alliance et il me faudrait exprimer de graves inquiétudes. C'est ainsi exprimé le Premier ministre lors d'une conversation téléphonique avec le vice-président Joe Biden. Cette information tombe alors que les États-Unis et le Japon sont en pleine négociation du fameux traité transpacifique. On ne l'a fait pas au Nippon, ils ont tapé du poing sur la table et ils ont réclamé une enquête, mais une enquête américaine. La demande a de quoi surprendre, puisque l'espionné demande à celui qui l'a censément espionné d'enquêter sur ses faits d'espionnage. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe s'est borné à demander mercredi que les États-Unis lui fournissent des explications et enquêtes sur les révélations faites par Wikileaks le 31 juillet dernier, date à laquelle donc le site a publié un ensemble de documents confidentiels établissant un espionnage orchestré par la NSA contre plusieurs cibles gouvernementales et industrielles japonaises. Une information donc pour le moins surprenante. Alors on continue avec Syriza qui a signé un curieux pacte militaire avec Israël. Alors qu'un cataclysme financier s'abat sur la Grèce, des avions de chasse israéliens arpentent librement le ciel hellène depuis plusieurs jours. Un exercice d'entraînement de grande ampleur dans le cadre d'accords bilatéraux signés entre la Grèce et l'État juif. Étonnant de la part de Syriza qui se voulait un grand défenseur de la cause palestinienne. L'étrangeté a éclaté ce lundi 3 août dans un communiqué passé inaperçu. L'armée de l'air israélienne se félicitait d'un pittoresque exercice d'entraînement s'étant déroulé fin juillet dans le ciel hellène. 11 jours durant, des hélicoptères de l'État hébreu ont ainsi joyeusement bourdonné aux côtés des aéronefs grecs dans le cadre d'une manœuvre conjointe de leurs avions militaires. Ces accords bilatéraux ont été ratifiés à la demande du ministre grec de la Défense, Panagiotis Kamenos, désolé si je prononce mal, fondateur du parti de la droite radicale ANEL et allié de circonstance de Syriza au pouvoir. Les deux homologues ont soulevé ce qui les rassemble, leur peur commune de l'Iran. Crainte saillante pour les Israéliens, au lendemain des accords sur le nucléaire iranien, nous percevons l'Iran comme un générateur et un catalyseur central de l'insécurité dans la région à travers son soutien d'éléments terroristes dans le Moyen-Orient. C'est alarmé Yahalon.
Le leader des Grecs indépendants lui a emboîté le pas en affirmant que la Grèce est aussi dans le rayon des missiles iraniens. Alors l'État perse n'ayant pourtant jamais émis aucune menace à l'encontre des Grecs, la justification s'apparente à un miroir aux alouettes. On va parler maintenant de la Turquie qui se dirige vers des élections législatives anticipées. Les discussions entre le Premier ministre turc et le chef de la principale force d'opposition, le Parti républicain du peuple, n'ont pu aboutir sur un accord pour la formation d'un gouvernement. Des élections devraient être organisées donc prochainement. Des élections sont aujourd'hui fort probables, a ainsi déclaré le Premier ministre islamo-conservateur Ahmet Davutoglu en ce 13 août lors d'une conférence de presse. Un peu plus tôt, les négociations pour former un gouvernement de coalition ont échoué. Un nouveau scrutin est une nécessité, a insisté le chef du gouvernement. Ce nouveau scrutin pourrait permettre à l'AKP, le parti au pouvoir, de retrouver la majorité absolue au Parlement qu'il avait perdue lors des dernières élections. Les deux partis négociaient depuis le 13 juillet, mais de profondes divergences sont apparues, notamment sur la politique étrangère et l'éducation, a admis le chef du gouvernement turc. Alors l'AKP a perdu la majorité absolue donc aux législatives du 7 juin dernier, une première pour ce parti qui régnait sans partage depuis 2002. Alors les récents sondages donnent 42 à 43% des intentions de vote pour l'AKP, le parti de Erdogan. Des élections anticipées le plus tôt possible profiteront surtout à l'AKP, avait d'ailleurs estimé mercredi le Premier ministre Ahmet Davutoglu. Si le Parlement ne convoque pas les élections d'ici le 23 août, c'est le président Erdogan qui pourrait dissoudre l'Assemblée nationale et le faire lui-même en vertu de la Constitution. On continue avec la Turquie qui érige un mur à la frontière syrienne. L'armée turque érige un mur le long de la frontière avec la Syrie pour se protéger après la multiplication des attaques dans le sud du pays, selon des informations de presse. Un épais mur en béton de 3 mètres de haut sur 7 km de long, le rempart dressé à Reyhanli, dans la région d'Hatay dans le sud du pays, est voué à être élargi, doit empêcher toute intrusion de djihadistes de l'organisation de l'État islamique sur le territoire turc depuis la ville syrienne d'Alep, située à quelques kilomètres, a indiqué l'agence pro-gouvernementale Anatolie. Et on termine avec Varoufakis qui aide Wikileaks à lever 100 000 $ pour obtenir des informations sur les TTIP. L'ancien ministre de l'économie grec Yanis Varoufakis fait partie des quelques premiers donateurs au fonds mis en place par Wikileaks pour récompenser un chasseur de primes qui dévoilerait le contenu de l'accord de libre-échange négocié en secret entre l'Union européenne et les États-Unis, dont les enjeux sont colossaux. Wikileaks a annoncé mardi le lancement d'une campagne de financement collaboratif visant à créer une prime de 100 000 $ pour qui communiquerait à l'organisation de Julian Assange une copie du partenariat transatlantique du commerce d'investissement, connu sous l'acronyme TTIP. Alors le TTIP est le volet européen d'une stratégie américaine visant à conclure des accords multilatéraux de libéralisme avec les grandes régions du globe en excluant les quelques pays émergents qui ont pris un poids décisif au sein de l'OMS, l'Organisation mondiale du commerce, désormais marginalisée car hors de contrôle du point de vue américain. L'accord qui vise à fluidifier les relations commerciales et à limiter les obstacles étatiques est négocié entre diplomates en invitant certaines multinationales à la table des négociations. Tout est gardé secret, sauf les grandes lignes, pour éviter aussi longtemps que possible l'opposition de la société civile qui naîtra nécessairement de la découverte des détails où tout se joue. À l'heure où je vous parle, la campagne de financement est à environ 75% et je vous mettrai donc le lien dans l'article du site. Alors on commence la rubrique France avec l'affaire du Mistral, un article du Parisien qui reprend donc une révélation du Canard enchaîné, comme quoi la facture pourrait atteindre près de 2,4 milliards d'euros. Le Canard enchaîné, daté du 12 août, affirme que la facture de la vente annulée devrait donc dépasser les 2 milliards d'euros. Outre les avances de 896 millions d'euros versées par la Russie, la note finale engloberait 100 millions d'euros liés au remboursement des frais engagés pour l'aménagement du port de Vladivostok, l'adaptation en version maritime des hélicoptères russes et la formation de 400 marins pendant 1 an et demi. À elle seule, la dérussification des navires coûterait 200 millions d'euros. Le coût, l'entretien et le gardiennage des navires à quai à Saint-Nazaire s'élèverait lui à 5 millions d'euros. Plutôt de l'ordre de 1 million d'euros, tempère l'entreprise. Ces frais sont effectivement à notre charge, mais ils sont couverts par un contrat d'assurance COFAS, précise un porte-parole du DCNS.
Alors cette information a été infirmée par Michel Sapin. Donc le ministre des Finances Michel Sapin a démenti ce vendredi 14 août que la non-livraison à la Russie des 2 navires Mistral allait coûter 2 milliards d'euros à la France, comme l'a affirmé donc le Canard enchaîné, comme je vous l'ai dit précédemment. Vous aurez tous les chiffres qui seront donnés aux parlementaires lorsque le traité, c'est-à-dire l'accord entre Paris et Moscou pour résoudre la question des Mistral, sera adopté, a-t-il assuré, précisant que le texte sera adopté en Conseil des ministres d'ici la fin août et que ces chiffres seront inférieurs à 1 milliard. Donc écoutez, on n'a plus qu'à attendre, hein. Nous passons maintenant à la croissance zéro de la France au 2e trimestre, chiffre donné par l'INSEE. Donc l'INSEE a soufflé le froid et le chaud ce vendredi matin en publiant la première estimation pour la croissance au 2e trimestre. Donc le froid vient de l'annonce d'une croissance zéro au printemps, une déconvenue liée principalement au fort ralentissement de la consommation des ménages et de celle de l'investissement des entreprises d'autre part. Cette mauvaise nouvelle a été en partie cependant contrebalancée par l'annonce d'une activité plus soutenue qu'on ne le pensait en début d'année. Selon l'INSEE, en effet, la croissance du premier trimestre a été de 0,7% et non pas de 0,6%. Comme annoncé précédemment, une révision que l'INSEE qualifie donc de légère. L'acquis de croissance pour 2015, à savoir le niveau de l'ensemble de l'année si la croissance des 2 derniers trimestres était nulle, se situe à plus 0,8% au 30 juin. Alors on a encore une sortie de Michel Sapin qui a été cette fois-ci magnifique. Il nous annonce donc qu'une croissance nulle conforte nos objectifs en matière de croissance. Invité sur France Inter à commenter le zéro pointé de la France en matière de croissance au second trimestre, Michel Sapin a assuré que la politique économique portait ses fruits et que la France était sur le chemin de la baisse du chômage. La France est en reprise d'activité, en reprise de croissance. C'est encore insuffisant, mais c'est indispensable, a osé Michel Sapin. Alors je rappelle qu'en 2013, il nous avait dit que l'inversion de la courbe du chômage était déjà bien partie, et que le pouvoir d'achat des Français avait augmenté, mais que c'était nous qui n'en étions pas rendus compte. Une fois de plus, Michel Sapin s'est illustré au meilleur de sa forme. Alors on continue avec François Rebsamen, qui est redevenu maire de Dijon. Pour les éditorialistes de Boursorama, le ministre du Travail, qui est ministre jusqu'au 19 août, se retire sans panache de la grande bataille que la France n'a jamais su gagner contre le chômage. Le bilan des 16 mois passés par François Rebsamen, rue de Grenelle, est en effet plombé par son échec sur le front de l'emploi. Depuis sa prise de fonction, Pôle emploi a en effet vu affluer 207 100 chômeurs supplémentaires et n'a connu que 2 baisses mensuelles. Fraîchement élu maire, François Rebsamen a défendu son bilan ministériel et assuré ne pas vouloir se défiler en quittant ses fonctions parisiennes. Je pars avec le sentiment d'avoir bien fait mon travail et avec l'estime des partenaires sociaux, a-t-il affirmé aux Parisiens lundi de la semaine dernière. Il a également trouvé assez injuste d'abandonner une tâche qui lui plaisait beaucoup, alors que le chômage devrait baisser d'ici la fin de l'année. Comptez sur nous pour avoir un œil là-dessus. Alors on continue avec le plafonnement de l'ISF, l'impôt sur la fortune. La facture s'alourdit pour l'État, nous dit Les Échos. 8 872 contribuables ont bénéficié d'un plafonnement ISF en 2014. Le dispositif s'avère plus coûteux que le bouclier fiscal qu'il remplace. 4 ans après sa suppression en 2011, le bouclier fiscal a laissé la place à un dispositif qui s'avère finalement plus coûteux pour l'État et plus avantageux pour les gros patrimoines. C'est le paradoxe qui ressort des dernières données de l'administration fiscale sur le plafonnement de l'ISF. Ce mécanisme qui consiste à plafonner l'impôt de solidarité sur la fortune à 75% des revenus a finalement coûté 926 millions d'euros à l'État l'an dernier, en hausse de 27% par rapport en 2013. La facture dépasse maintenant celle du bouclier fiscal, qui se situait entre 600 et 700 millions d'euros chaque année. Le plafonnement de l'ISF bénéficie à un nombre plus restreint de foyers, mais le montant moyen restitué est généralement plus élevé. Autre enseignement, la très grande majorité des restitutions revient à de grandes fortunes. Les 2/3 des bénéficiaires possèdent un patrimoine supérieur à 5 millions d'euros. Alors, nous allons maintenant parler des impayés des Saoudiens auprès des hôpitaux de Paris. Alors, vous savez qu'ils étaient de passage en France et avaient demandé à une plage privatisée. Alors, ils sont repartis aujourd'hui et la visite donc polémique du roi d'Arabie Saoudite a pris fin en donnant lieu à une nouvelle controverse liée
à l'ardoise des Saoudiens auprès des hôpitaux de Paris qui s'élève à 3,7 millions d'euros. Le médecin Patrick Peyou a lancé les hostilités lundi sur Twitter en disant « Avant de partir, le roi d'Arabie Saoudite pourrait payer ses factures de 3,7 millions d'euros aux hôpitaux de Paris. Un geste de politesse », s'est exclamé le célèbre urgentiste. Alors pour relativiser un petit peu cela, l'Arabie Saoudite n'est pas le seul mauvais payeur auprès de l'APHP. Une information donc tirée du Parisien nous informe que sur le podium, l'Algérie, avec 31,6 millions d'impayés, est le numéro 1, suivi du Maroc à 11 millions d'euros et, plus surprenant, ou pas, les États-Unis à 5,7 millions d'euros. Viennent ensuite la Belgique, 4,9 millions, la Tunisie, 4,7 millions et l'Italie, 4,1 millions. Dans ce classement, finalement, l'Arabie Saoudite à 3,7 millions n'arrive qu'en 7e position. Et enfin, une information concernant TF1, un leader qui s'essouffle, titré par La Croix. Alors en juillet, TF1 a réalisé le plus mauvais score d'audience depuis sa naissance en 1987. Mais pour conserver sa place de première chaîne privée d'Europe, elle peut compter sur des finances solides et le lancement de nombreux projets. En réunissant 20,5% des téléspectateurs en juillet, la première chaîne réalise non seulement l'audience la plus faible de son histoire, mais subit un 11e mois consécutif de baisse. Un résultat qui s'explique notamment par les bons scores enregistrés en juillet 2014 grâce au match du mondial de football, mais pas seulement. D'une position ultra dominante où TF1 rassemblait entre 30 et 40% du public dans un paysage à 6 chaînes, elle doit faire face aujourd'hui à 25 chaînes en comptant les nombreux canaux de la TNT. Cela a entraîné mécaniquement une baisse de la part d'audience chez les acteurs historiques, dont TF1, explique un expert de l'audiovisuel qui souligne la position particulière de la chaîne en France et en Europe. Même à ce niveau, TF1 est la seule capable de fédérer régulièrement plus de 20% du public. Un chiffre encore bien trop élevé si je peux me permettre. On débute la rubrique économie avec Google, ou plutôt la nouvelle maison mère Alphabet, pilotée par Larry Page, qui a été créée dans le Delaware, où était déjà immatriculé depuis 2003 Google, adepte affiché de l'optimisation fiscale qui utilise aussi les Bermudes, les Pays-Bas, l'Irlande, etc. Donc c'est au Delaware qu'a été créé Alphabet, la nouvelle maison mère de Google, créée donc le 23 juillet dernier. En réalité, Alphabet ne possède aucun bureau sur place, mais une simple boîte aux lettres hébergée chez Corporation Service Co, sous l'acronyme donc CSC. Ce prestataire qui emploie près de 2000 personnes fournit des services juridiques et fiscaux aux entreprises, leur permettant notamment de créer une entreprise via Internet en seulement quelques clics au Delaware ou ailleurs. Donc CSC indique fièrement que ces services sont utilisés par plus de 90% des entreprises du classement Fortune 500. Google apprécie visiblement ces services. Le moteur de recherche, immatriculé à l'origine en Californie, s'est délocalisé à l'autre bout du pays, au Delaware, en 2003. Depuis, le géant du net a créé pas moins de 50 filiales dans ce paradis fiscal interne des États-Unis, indique le registre du commerce. On continue avec l'Ukraine en récession profonde, ravagée par le conflit qui l'oppose aux rebelles pro-russes dans l'est du pays. L'économie ukrainienne s'est effondrée de 14,7% sur un an au deuxième trimestre 2015, selon les chiffres publiés vendredi 14 août par le Service national de la statistique. La richesse nationale avait déjà chuté de 17,2% de janvier à mars. La Banque centrale ukrainienne prévoit une contraction de 9,5% du produit intérieur brut sur l'ensemble de 2015 après une chute de 6,8% en 2014. Ces résultats catastrophiques tombent alors que Kiev négocie depuis 3 jours pour restructurer sa dette afin d'éviter le défaut de paiement qui pourrait avoir lieu dès le 2 septembre. La ministre des Finances s'est déplacée à San Francisco pour négocier avec les principaux créanciers de l'Ukraine des institutions financières américaines. L'ancienne République soviétique a obtenu un plan d'aide de 40 milliards de dollars de ses alliés occidentaux, FMI en tête. Mais ce programme comprend un effort de 15,3 milliards de dollars auquel doivent consentir les créanciers privés de Kiev. Or, ces derniers rejettent depuis des semaines les conditions de la restructuration proposée par les autorités ukrainiennes. À suivre donc.
On passe maintenant au Portugal, dont le déficit commercial se creuse de 17% au second trimestre. Le déficit commercial du Portugal s'est creusé au deuxième trimestre de 17% en glissement annuel à 2,79 milliards d'euros en raison d'une hausse des importations plus rapide que celle des exportations, a annoncé lundi l'Institut national des statistiques. D'avril à juin, les exportations de biens ont progressé de 7,4% sur un an, soit 13,08 milliards d'euros, essentiellement sur les marchés de l'Union européenne, où elles ont augmenté de 8,8%. Mais les importations ont augmenté encore plus rapidement, gagnant 9%, soit 15,87 milliards d'euros au second trimestre, tirés là aussi par les marchés intra-UE, plus 9,8%. Les exportations sont un moteur essentiel de l'économie portugaise qui a connu en 2014 une croissance annuelle pour la première fois depuis 2010 de 0,9%. On continue donc avec Porto Rico, officiellement en défaut de paiement. Les Caraïbes aussi ont leur crise de la dette. L'île américaine de Porto Rico ne peut pas rembourser les intérêts de sa dette qui s'élève à 58 millions de dollars. Ce lundi 3 août, le territoire américain situé dans les Caraïbes aurait dû rembourser 58 millions de dollars d'intérêts, soit 52 millions d'euros, mais ce sont tout juste 628 000 dollars que l'île a pu rendre. Davantage endetté que n'importe quelle autre région américaine, cet État lutte notamment avec son statut hybride. Ne faisant pas partie des 50 États américains, il dispose tout de même du statut de Commonwealth, ou État libre associé aux États-Unis. Ceci l'empêche de se déclarer en faillite et le protège de ses créanciers. Washington, de son côté, a déjà exclu tout sauvetage financier de l'île, qui s'expose désormais à des poursuites en justice de la part de ses créanciers pour la plupart des fonds de pension américains. On passe maintenant avec la NASA qui signe un nouveau contrat avec la Russie pour transporter ses astronautes à l'ISS. La NASA a indiqué mercredi avoir prolongé son contrat avec l'agence spatiale russe pour transporter ses astronautes à la Station spatiale internationale, autrement dit ISS, pour un montant de 490 millions de dollars en raison de l'insuffisance des fonds du Congrès depuis 5 ans pour le développement des vaisseaux privés de Boeing et de SpaceX. Ce nouveau contrat court jusqu'en 2019 et signifie que les États-Unis continueront pendant cette période à dépendre exclusivement de la Russie pour acheminer leurs astronautes à l'avant-poste orbital. Les États-Unis se voient ainsi forcés de donner de l'argent à la Russie, alors qu'en même temps, ils imposent des sanctions économiques très dures à Moscou en raison de la crise ukrainienne. Le patron de la NASA, Charles Bolden, a également mis en garde le Congrès mercredi dans une lettre au président des commissions responsables des programmes spatiaux que Boeing et SpaceX pourraient ne pas être prêts à partir de fin 2017 comme prévu actuellement pour les premiers vols habités dans leurs vaisseaux si le montant des fonds demandés par l'administration Obama sont réduits dans le budget 2016. Alors continuons un petit peu sur le même thème. Malgré les sanctions, les hélicoptères américains Bell seront assemblés dans l'Oural. L'usine d'aviation civile de l'Oural, détenue à 48,6% par la corporation unifiée de fabrication de moteurs russe Rostec, sous le coup des sanctions, a signé un accord d'assemblage en Russie avec le groupe américain Bell Helicopter. C'est la première fois que Bell confie l'assemblage d'un de ses hélicoptères à une compagnie étrangère. Le montant des investissements dans leur production pourrait atteindre 500 à 600 millions de roubles et l'accord ne précise pas de limitation quant au volume de fabrication. Le coût de l'hélicoptère est aujourd'hui estimé à 5 millions de roubles minimum, mais la localisation de la production pourrait le réduire de 17% en économisant sur la taxe à l'importation qui va de 0 à 10%. Alors on commence la rubrique société avec une nouvelle concernant Facebook et on apprend que votre crédit à la banque pourrait être bientôt refusé à cause de vos amis Facebook. Le réseau social a déposé un brevet qui permettrait aux banques de scruter les contacts d'un client afin de déduire sa capacité à rembourser un crédit. Un brevet déposé mardi 4 août pourrait permettre aux banques d'examiner les relations d'un utilisateur sur le réseau social avant de lui accorder, ou non, un prêt. Intitulé Autorisation et authentification basée sur le réseau social de l'individu, le brevet entend proposer une nouvelle méthode d'authentification de l'internaute en fonction de ses amis Facebook. Alors en gros, lorsqu'un individu demande un prêt, le prêteur examine les scores de crédit des membres du réseau social de cet individu via un nœud autorisé. Si le score de crédit moyen de ses membres atteint un score de crédit minimum, le prêteur continue d'examiner la demande de prêt. Sinon, la demande est tout simplement rejetée.
Généralement, les banques se basent sur l'historique financier pour déterminer la fiabilité d'un client, mais cette procédure est impossible si un tel historique n'existe pas. Du coup, les tentatives se multiplient pour éviter les personnes à risque en fonction des informations publiées sur les réseaux sociaux. Plusieurs startups en ont donc fait une spécialité. Alors faites attention aux amis que vous avez. Alors on continue avec le robot Adrien, un robot qui peut construire une maison en 2 jours. Développée par une société australienne, cette machine peut poser jusqu'à 1000 parpaings en 1 heure. Une prouesse technique qui permettrait de construire jusqu'à 150 logements par an. Alors les imprimantes 3D ne sont pas les seuls outils technologiques à bouleverser le monde de la construction. La robotique tente elle aussi de révolutionner le secteur. Le robot capable de construire une maison en seulement 2 jours tire son nom du légendaire mur érigé par les Romains au sud de l'Angleterre en moins 122 avant Jésus-Christ. Alors c'est 7 milliards qui ont été développés en 10 ans pour développer le premier prototype que la société espère commercialiser en 2017 sur le territoire australien dans un premier temps. Seuls 2 ouvriers sont nécessaires pour contrôler ce robot. Alors on parlait d'imprimante 3D. Voilà que les États-Unis autorisent le premier médicament à imprimer en 3D. Début 2016, il sera donc possible d'imprimer chez soi le Spritam, qui est un médicament contre l'épilepsie. C'est ce que vient de décider l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, indique le site d'information Quartz, faisant du Spritam le premier produit imprimé en 3D officiellement validé par la FDA. Ce dispositif permettra de constituer des médicaments sur mesure afin que le patient ingère la dose exacte qui lui aura été prescrite. La médecine a notamment réalisé des progrès considérables dans l'impression 3D d'organes humains ces derniers mois. Et on termine cette rubrique avec une information très importante. 2 responsables du site spécialisé sur les libertés numériques, netspolitique.org, et leurs sources inconnues ont fait l'objet d'une enquête pour trahison de secret d'État après une plainte contre X du patron du service de renseignement intérieur, l'Office de protection de la Constitution, connu sous l'acronyme BFV. En cause, la publication par le blog de 2 documents internes expliquant des projets allemands de surveillance d'Internet. C'est une intimidation inacceptable à dénoncer Reporters sans frontières. Alors, on peut craindre que tout devienne à terme un secret d'État. À chaque scandale, il faut trouver quelqu'un qui en assume la responsabilité politique. Rejeter la faute sur Harald Range est d'autant plus malhonnête que, contrairement à son homologue français, le procureur général allemand ne peut invoquer le principe d'opportunité des poursuites pour, éventuellement, ne pas donner suite. Il n'avait donc pas une grande marge de manœuvre lorsque le patron de BFV a exigé une enquête en se fondant sur les textes législatifs protégeant le secret d'État. Et c'est logiquement qu'il a demandé à des experts indépendants de juger si les documents relevaient bien du secret d'État ou non. L'affaire repose donc entièrement sur le pouvoir donné par la loi aux organes chargés de protéger le secret d'État et sur l'interprétation de plus en plus large de cette notion qu'est le secret d'État. Alors c'est un problème qui risque de se poser en France. Les projets de surveillance de la population allemande par un service de renseignement fédéral relèvent-ils du secret d'État? Doivent-ils être cachés aux citoyens alors que ces derniers n'ont pas été consultés sur le sujet? Rien n'est moins sûr. En France, avec des textes comme la loi de programmation militaire et la loi sur le renseignement, ce n'est qu'une question de temps avant que le problème ne se pose. Alors on commence la rubrique environnement. Toutes les ressources de la planète pour l'an 2015 ont été épuisées depuis jeudi 13 août. Désormais, il faut 1,5 planète pour couvrir les besoins de la population. Le 13 août, soit une semaine plus tôt que l'an dernier. Si cette évolution se poursuit, nous aurons globalement besoin de 2 planètes en 2030. Nous continuons avec Los Angeles qui a déversé des millions de balles noires dans un réservoir. Le maire de Los Angeles a donc décidé de verser 96 millions de balles en plastique dans le site de Van Norman à Sylmar. D'autres réservoirs devraient suivre. Alors pourquoi avoir mis ces boules dans ce lac? Elles devraient permettre d'économiser 300 millions de gallons, plus d'1 milliard de litres par an. Alors chaque balle coûte en moyenne 36 cents pièce, soit au total une dépense de 34,5 millions de dollars. Selon la ville, c'est 250 millions de moins que les solutions alternatives considérées comme celles d'un toit gigantesque de 800 mètres carrés. Les balles ont une durée de vie de 10 ans et seront retirées le moment venu pour être recyclées. On continue avec l'Union européenne qui gaspillerait 22 millions de tonnes de nourriture par an. Les experts mandatés par la Commission européenne ont étudié des données de 6 pays, Allemagne, Danemark,
Finlande, Royaume-Uni, Pays-Bas et Roumanie, pour analyser les pertes en eau et en azote engendrées par le gaspillage alimentaire. Selon ces scientifiques, le Royaume-Uni est le pays qui gaspille donc le plus et perd l'équivalent d'une boîte de haricots par jour et par personne. La Roumanie, la mieux classée, gaspille tout de même l'équivalent d'une pomme par jour et par personne. Alors d'après l'étude, 80% de ce gaspillage pourrait être évité. Les fruits, légumes, céréales comptent pour beaucoup dans ce gaspillage évitable en raison de leur durée de vie plus courte. Mais le gaspillage de viande a un impact plus grand sur les ressources en eau et en azote. Et enfin, l'Écosse, qui a décidé d'interdire la culture des OGM sur son territoire. Ce gouvernement autonome au sein du Royaume-Uni entend ainsi profiter d'une possibilité ouverte récemment par l'Union européenne. Le gouvernement écossais estime que l'introduction des cultures OGM, c'est-à-dire organismes génétiquement modifiés, pourrait nuire à son image et remettre en cause la prospérité du secteur agroalimentaire et de la boisson qui pèse près de 20 milliards d'euros par an. Le gouvernement autonome écossais applique ainsi une directive européenne entrée en vigueur en avril dernier. Elle autorise tout pays de l'Union à refuser les OGM en invoquant des motifs socio-économiques, de politique agricole ou d'aménagement du territoire, même si ces OGM ont été autorisés au niveau européen. Alors auparavant, seuls les arguments d'environnement et de santé étaient pris en compte à Bruxelles pour agréer ou non les OGM. Or, si le gouvernement britannique est pour sa part favorable aux cultures OGM, les problèmes agricoles sont décentralisés et ils relèvent de la compétence des gouvernements autonomes. Et en tant que tel, l'Écosse est donc en droit de refuser les OGM sur son territoire. Alors merci à tous de m'avoir suivi pour ce 100e numéro des informations dont on parle peu. Nous travaillons vraiment beaucoup là pour cette rentrée qui donnera lieu, je l'espère, vraiment à une année 2016 qui sera énorme, ou alors elle ne sera pas. Ça dépendra essentiellement de vous, je n'en dis pas plus, mais je peux vous dire qu'on est chaud bouillant. Je vous dis à très bientôt, vous retrouverez David la semaine prochaine si nous n'avons pas de contretemps. Et je vous remercie très très sincèrement pour votre fidélité, pour vos commentaires, vos partages, vos propositions d'articles. Bref, merci de faire de l'agence Info Libre ce qu'elle est aujourd'hui. Ciao ciao.